Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le tour du monde en ballon en 20 jours, c'est fait. L'équipage de Breitling Orbiter 3 a réussi le rêve inaccessible. Il devrait rejoindre la Terre demain à l'aube, au sud-ouest du Caire. Manifestation nationale à Paris des enseignants, une mobilisation en deçà des espoirs annoncés. Plusieurs milliers de profs contre la réforme des lycées et le ministre Claude Allègre. Rugby au stade de Twickenham, la leçon de l'Angleterre qui a battu 21 points à 10 le 15 de France. L'Angleterre reste invaincue dans le tournoi des 5 nations. À la veille de la cérémonie des Oscars à Hollywood, la nomination dans la catégorie documentaire de ce détenu condamné à vie pour meurtre. Il a filmé avec talent la vie quotidienne de sa prison en Louisiane. Ainsi donc, les héros du jour s'appellent Bertrand Piccard et Brian Jones, portés par leur enthousiasme et leur persévérance. Ils sont entrés dans la légende en réussissant le premier tour du monde en ballon. Le fait est historique. Même Jules Verne ne l'avait pas rêvé en 19 jours, 1 heure et 49 minutes. Ce matin, au-dessus du ciel de Mauritanie, les deux aérostiers ont accompli l'exploit après avoir surfé sur les courants et au terme d'un périple de plus de 40 000 km. Breitling Orbiter 3 devrait toucher la Terre demain à l'aube, quelque part au sud-ouest du Caire, selon nos dernières informations. Des vents violents les empêchent de poser leur nacelle au pied des pyramides. Au PC de Genève, Virginie Fichet, Thierry Monnier. Je m'étais intéressé il y a quelques instants à savoir si notre ami M. Piccard avait réussi à passer enfin la ligne. Même à la Chambre fédérale suisse, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Par médias interposés, un second tour du monde commence. Au sol, toute l'équipe de Bertrand Piccard explose. J'aimerais dire que Brian et moi, nous avons un peu de peine à réaliser, même beaucoup de peine à réaliser ce qui nous arrive. Ça fait 5 ans que nous travaillons sur ce projet avec Breitling. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de rêves. Et puis tout à coup, je me demande, mais pourquoi est-ce que c'est à nous que revient la chance et l'honneur de réussir ce premier tour du monde? C'est quelque chose de très fort. Quelques minutes plus tôt, à 10h54 précise, le ballon franchissait le 9e méridien. Dans le poste de contrôle, la tension se relâchait doucement. Les équipiers semblaient étourdis. C'est vraiment un grand moment, je vous le dis. Dans la famille Piccard, on collectionne les exploits depuis longtemps. Il y a 70 ans, le grand-père Auguste inventa la première cabine pressurisée. Aujourd'hui, toute la famille a suivi passionnément l'aventure du petit dernier. J'ai vu partir le ballon de mon père, j'avais 10 ans. Mais ça m'a marqué, je me rappelle encore ce départ. Et je pouvais très bien le comparer avec le départ de Bertrand de Châteaudet il y a 3 semaines. Il aura sûrement vécu jusqu'au bout dans la concentration, lui, nous. C'est vrai qu'on est déjà en train de le voir arriver. Bon, on sera vraiment détendu quand il sera par terre. Michel et ses 3 filles sont donc partis à la rencontre de leur héros. Quant à la terre d'accueil, ce sera le sable égyptien. Arrivé à 1000 mètres d'altitude, le ballon va se trouver au-dessus du désert égyptien. Il va être transporté à une vitesse beaucoup plus lente, de l'ordre de 15-20 km/h vers l'est encore. Après 19 jours de vol et 44 000 km, le ballon achèvera sa course près d'une petite oasis. Sur les pyramides, le vent était trop violent. Vous le disions, l'équipage de Breitling Orbiter 3 a finalement accompli le rêve de tant d'aérostiers qui, depuis les 7 dernières années, ont multiplié les tentatives et les échecs successifs que nous rappelle Joël Bruyandet. Depuis quelques années, ils sont une douzaine à avoir tenté l'aventure. Des décollages hyper médiatisés comme ici en 1997 pour le milliardaire texan Steve Fossett. 6 jours plus tard, alors qu'il survole le nord de l'Inde, panne de carburant, l'atterrissage est violent. Mais rien n'effraie l'Américain, ni les longs mois de préparation, ni les risques. Lors de sa 3e tentative en août dernier, son ballon s'échoue au large de l'Australie après une chute libre de 900 mètres. L'aventure tourne parfois au cauchemar. C'est le cas pour les Américains du Global Hilton. 2 heures après le décollage, la poche d'hélium se déchire. L'équipage s'en tire avec une grosse frayeur. Un autre habitué des tentatives, lui aussi milliardaire, le Britannique Richard Branson. En décembre dernier, il fête ami-ami avec son ancien concurrent Steve Fossett. Mais ce 3e essai est un nouvel échec.
Le vol s'achève à Noël, dans le Pacifique, au large d'Honolulu. Coupable désigné cette fois, la météo. On a vraiment cru qu'on y arriverait, mais le mauvais temps a bloqué la course. On s'est engouffré dans la dépression sans pouvoir en sortir. Dernier échec en date, il y a 10 jours. Le ballon de 2 Britanniques est forcé d'amérir à quelques encablures du Japon. Toutes ces tentatives, qui ont à chaque fois poussé un peu plus loin les limites, ont été observées avec attention du côté de Genève. J'ai suivi toutes les tentatives des concurrents, je disposais déjà du programme, du modèle, Pierre aussi. Nous avons prévu les ennuis des autres, on a tiré des conclusions, on a tiré nos leçons de cela. Oui. Après 2 tentatives infructueuses, Piccard et Jones sont aujourd'hui détenteurs d'un des records du siècle, le tour du monde en ballon, sans escale, soit 42 810 km en 19 jours, 1 heure et 49 minutes. À Genève, un avion de la compagnie espagnole Iberia s'est posé sur le ventre en début d'après-midi. À son bord, une centaine de passagers qui sont sortis indemnes de l'appareil. L'aéroport a été fermé, les avions détournés. Il faudra plusieurs heures pour que les opérations de nettoyage de la piste permettent le rétablissement du trafic aérien. Je vous rappelle que c'est à Genève demain que Bertrand Piccard et Brian Jones devraient fêter leur victoire. Cet après-midi, sur le pavé parisien, la manifestation nationale des enseignants, bien décidés à poursuivre leur bras de fer contre la réforme des lycées et contre le ministre Claude Allègre. Carton rouge pour le ministre, pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants qui, par milliers, ont répondu à l'appel du SNES et de différentes organisations. Une démonstration qui aura valeur de test. Nathalie Moisan, Stéphane Ouman, Alain Locaccio. Bien décidés à se payer la tête de leur ministre. Exclusion! Les anti-Allègre venus de toute la France manifestaient à Paris. En tête de cortège, le rassemblement hétéroclite des organisateurs. Côte à côte, les syndicats, SNES de gauche, SNALC de droite et les collectifs réclamant la démission du ministre. Tous d'accord pour lui faire la leçon. Leçon de physique, une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de tennis. Le carré des Marseillais assure l'ambiance. Allègrement, c'est le joyeux tube de la journée, pied de nez à la Sorbonne. Allègre représente une politique au niveau de l'école que l'on conteste, une politique libérale. Une bien dure journée pour Claude Allègre. À 6 h ce matin, ses étudiants étaient déjà sous ses fenêtres pour lui faire entendre les barrissements de son animal préféré. C'est le bruit du mammouth qui rechigne un peu devant Claude Allègre pour lui dire qu'on accepte, non seulement on n'accepte pas d'être dégraissé, mais qu'en plus, face à des situations de plus en plus difficiles, on a besoin de plus en plus de moyens, il n'y a pas de secret. Plus politique, le peuple de gauche dit sa déception avec ironie. Je porte le deuil de ma foi politique. J'ai toujours mis mon espérance dans la gauche. J'ai toujours pensé qu'elle défendrait l'enseignement public. Pourquoi je balance ma carte électorale? Tout simplement parce que ça fait 3 fois que je vote socialiste et que chaque fois on s'est fait avoir. Pour cette première journée de mobilisation nationale depuis la rentrée, des bus et des trains ont afflué de toute la France. Marseille avait affrété 2 TGV, 800 Marseillais, ce n'est pas un raz-de-marée, plutôt un avertissement. On est en tête et que les derniers manifestants ne sont pas partis de d'Enfer Rochereau. Donc moi je pense que c'est un succès. On est pourtant loin de l'objectif des 100 000 manifestants, un temps espéré par certains. C'est néanmoins le plus beau rassemblement depuis janvier, suffisant en tout cas pour permettre à ses organisateurs de se réjouir ce soir. En Corse, après les 4 attentats de la nuit dernière qui visaient des bâtiments publics, le gouvernement affirme une nouvelle fois sa détermination à faire appliquer les lois de la République. Patrick Fandiou. Il ne reste plus grand-chose du tribunal de grande instance de Sartène. La charge explosive, reliée à des bouteilles de gaz, a provoqué l'effondrement de toute l'aile droite. Le bâtiment devra sans doute être rasé. C'est le premier et le plus spectaculaire des 4 attentats de la nuit dernière en Corse. Les 3 autres visaient aussi des bâtiments publics, comme la poste centrale de Bastia, soufflée par une charge de 400 grammes d'explosifs, ou encore les services de la direction de l'équipement à Calvi et le centre de vacances de Casabianda. Ces attentats mettent fin à la trêve observée depuis 2 mois par le FLNC Canal Historique pour cause de campagne électorale. Il y a quelques semaines, ce mouvement se targuait de pouvoir frapper sur l'île quand bon lui semblait. Aujourd'hui, la réponse des autorités se veut ferme, l'État ne se laissera pas impressionner. Autant nous aiderons les porteurs de projets,
autant nous ne financerons pas les actions des bâtisseurs de ruines. Et il n'est pas acceptable, systématiquement, de demander aux contribuables, qu'il habite sur le continent ou qu'il habite dans l'île, de financer les réparations de bâtiments détruits par des attentats. Aucune piste n'est pour l'instant officiellement évoquée, mais il n'aura pas échappé aux enquêteurs que ces attentats interviennent au lendemain de la condamnation de 3 militants nationalistes. Plusieurs dirigeants et sympathisants indépendantistes comme François Santoni assistaient à ce procès dont ils ont dénoncé le verdict, des peines de prison ferme de 6 à 10 ans. L'enquête dira peut-être s'il s'agit d'une réponse musclée à ce jugement ou d'une pure et simple coïncidence. Dans l'arrière-pays niçois, les cadavres mutilés d'une femme et de 2 hommes ont été découverts. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour meurtre et acte de barbarie. Tout a été fait, semble-t-il, pour empêcher l'identification des corps. Les autopsies seront pratiquées en début de semaine. L'épineuse question des retraites à nouveau à l'ordre du jour avec ce rapport établi par le commissaire général au plan Jean-Michel Charpin. Ce document a été remis aux partenaires sociaux. Il sera discuté en milieu de semaine prochaine. Il préconise d'allonger à 42 ans et demi la durée de cotisation pour obtenir une retraite complète et ce d'ici 2019, aussi bien pour les salariés du privé que pour les fonctionnaires. Les explications nécessaires, Jean-Bernard Schmitt. Le rapport Charpin, c'est d'abord un diagnostic. 165 pages commandées par le Premier ministre pour faire le point sur notre système de retraite et se projeter dans l'avenir. Le constat est simple. L'assurance vieillesse, aujourd'hui arrivée à maturité, sera bientôt confrontée à un problème grave. D'ici 2040, il y aura à peine plus d'un actif pour un retraité. Une situation mettant gravement en cause le financement du système de retraite. Le commissaire au plan n'a pas de solution miracle, il avance juste des hypothèses. Celle surtout d'un allongement de la durée de cotisation. À l'horizon 2019, l'ensemble des salariés du public et du privé devront travailler 42 ans et demi pour assurer l'équilibre du système. Un scénario qui conduirait, selon les syndicats, à aggraver le taux de chômage. Le rapport Charpin préconise également d'utiliser le fonds de réserve prévu par la loi pour financer une partie des retraites. Des sommes d'argent mises de côté et placées pourquoi pas en actions. Aucune solution enfin, ni même la moindre piste concernant la question des régimes spéciaux dont bénéficient les fonctionnaires, les cheminots ou encore les employés d'EDF. Jacques Chirac s'est rendu ce matin à l'improviste au salon de l'étudiant, porte de Versailles à Paris. Bonne foule pour le chef de l'État qui n'a pas souhaité revenir sur la décision du procureur de Nanterre mettant un terme à toute poursuite judiciaire dans l'affaire des emplois présumés fictifs du RPR qui mettait en cause le président de la République. Et puis ce sondage, IFOP Journal du dimanche, Jacques Chirac et Lionel Jospin perdent tous deux 1 point de popularité, avec pour le mois de mars 56% d'opinion favorable pour le président de la République et 49% pour le Premier ministre. Après les nouvelles déclarations de Christine Devier-Joncourt entraînant la réouverture du dossier Elf Roland Dumas, certains politiques demandent au président du Conseil constitutionnel de se mettre en réserve. Le président du Sénat, Christian Poncelet, invite Roland Dumas à réfléchir sur son éventuelle démission. Et Adelin Madelin, président de Démocratie libérale, a déclaré aujourd'hui qu'une ligne jaune avait été franchie. À Toulouse prend fin aujourd'hui le premier colloque national sur les soins apportés aux toxicomanes, notamment grâce à des familles d'accueil. L'exemple de cette insertion sociale qui est une nouvelle chance pour ces personnes en fin de sevrage, décidées à sortir de la drogue. C'est le cas de Joël que Muriel Lassaga et Olivier Combe ont rencontré dans sa nouvelle famille du Gers. Joël a débarqué dans cette ferme du Gers il y a 8 jours seulement. Il a enfin accepté de poser son plus lourd bagage, cette errance qu'il traîne depuis 15 ans dans la drogue, puis dans l'alcool. À force de fuir, il s'est perdu lui-même. En compagnie de ce couple d'agriculteurs, la vie de Joël reprend lentement des couleurs. C'est vrai que me sentir actif, utile, c'est un grand point pour moi. Enfin, c'est quelque chose de très important. Même si... Entre Joël et sa nouvelle famille, la rencontre de ces 3 vies a eu lieu dans le travail. Loin de la ville et du passé, au milieu des brebis et des chèvres. Dans un nouvel univers où la parole s'est enfin libérée grâce à une confiance mutuelle. Là, j'avais envie de retrouver une structure familiale pour apprendre à vivre en fait. Ici, j'ai le temps de prendre donc le recul nécessaire, de reprendre confiance parce que bon, c'est des gens qui me donnent des responsabilités, chose que je n'avais plus depuis pas mal de temps.
Quand il s'assoit à la table, la soupe et le fromage, moi, il les a gagnés. Et puis je vois qu'il mange avec un meilleur appétit maintenant. Il a vraiment gagné et je pense que pour lui c'est important. Au-delà d'un défraiement de 145 francs par jour, les familles d'accueil sont souvent en attente de cette rencontre, comme s'il fallait nourrir l'existence d'une richesse encore inconnue. Et quand on s'est rencontrés, on a échangé et puis on s'est rendu compte qu'on avait un peu le même besoin tous les deux de mettre une autre dimension que faire quelque chose. On voulait être aussi, et être ça signifie donner à l'autre et recevoir de l'autre. Lorsqu'une famille accueille un toxicomane, accueille une personne toxicomane, elle n'accueille pas un toxicomane, elle accueille une personne. Et c'est pour lui la possibilité, pour la personne accueillie, c'est la possibilité d'explorer un peu, je dirais, sa façon d'être lui-même, être soi. En 12 ans, 700 toxicomanes ont choisi d'aller dans des familles d'accueil. 30% d'entre eux ont retrouvé le chemin de l'insertion sociale, grâce à cette thérapie de substitution qui n'a que la vie pour seul remède. Après l'échec des négociations de paix, les menaces de frappe militaire sur la Serbie se précisent. Pour Robin Cook, le chef de la diplomatie anglaise, ça n'est qu'une question de jour. Sur place, ce matin, se déroulait l'évacuation des quelques 1400 observateurs de l'OSCE. Tous ont pu quitter le Kosovo sans encombre. Ils ont gagné la Macédoine dans un convoi de plus de 300 véhicules. Au même moment, des combats se sont intensifiés au nord et au centre du Kosovo, jetant sur les routes des familles entières qui, une nouvelle fois, reprennent le chemin de l'exil. Avec le départ des derniers convois de l'OSCE et l'évacuation des ambassades occidentales, la population à Belgrade commence à réaliser l'imminence de frappes aériennes. Désormais, après l'indifférence ou la fatalité des derniers jours, on se dit ouvertement inquiet. Anne Pensinet, Gilles Jacquier. Il n'a pas sa langue dans sa poche, Milan. Il fait le taxi depuis 4 ans à Belgrade. Il n'aime pas Slobodan Milosevic et il le dit. Et comme beaucoup d'habitants de la capitale yougoslave, cette fois, il s'attend au pire. Je pense qu'il va être bombardé, notre président. L'Occident a essayé de le mettre en garde. Il pense peut-être qu'il peut jouer avec l'Occident. Moi, je crois qu'il y goûtera aux frappes. Ça ne changera rien. Ça confortera encore sa position au pouvoir. Si c'était moi, je les enverrais se faire foutre, les Américains. Leur pays est en guerre depuis 8 ans, mais les Belgradois ne l'ont jamais éprouvé directement. Aujourd'hui, ils sont inquiets. Évidemment, ça nous fait peur, les bombardements. On n'a rien fait pour mériter ça. Dans sa belle maison de banlieue, Georges, ancien directeur d'usine, a l'impression d'être trahi par l'Occident, dont il se sent si proche. Alors il se réfugie dans la fierté d'être serbe. Moi, je préfère mourir dans la dignité que devenir un Paul III genouillé devant les étrangers. Ou qui que ce soit. Après 10 ans d'embargo, après les guerres et les destructions dans notre pays, après nous avoir maintenus isolés culturellement et intellectuellement pendant tout ce temps, c'est pas étonnant qu'on en arrive à nous bombarder. C'est la logique des choses. Voilà, alors ce qui serait bien, c'est que les véhicules se mettent dans la direction de départ, par là. Ce midi, les employés de l'ambassade de France ont formé un convoi pour évacuer la Yougoslavie. 60 personnes, français et binationaux, ont pris la route pour Budapest. Ces évacuations organisées de manière ostensible sont aussi pour les Occidentaux une manière de faire pression sur l'opinion publique et le régime yougoslave, une manière de dire que la menace de frappe est bien réelle. Aux États-Unis, c'est demain dans la nuit que se déroulera la cérémonie des Oscars à Hollywood. Nominé dans la catégorie documentaire, un détenu condamné à vie pour meurtre qui a filmé la vie quotidienne dans le pénitencier d'Angola en Louisiane où il est incarcéré depuis plus de 40 ans. Il s'appelle Wilber Rideau. Il est donné favori pour la palme du meilleur documentaire. Reportage Dominique Derda. Wilber Rideau n'assistera pas à la soirée des Oscars. Dimanche, il suivra la cérémonie en direct à la télévision depuis sa cellule en Louisiane. Angola est la plus grande prison de haute sécurité des États-Unis. Longtemps, elle fut la plus sanglante. Et si Angola aujourd'hui est considérée comme une prison modèle, c'est grâce à cet homme condamné pour meurtre à la réclusion à perpétuité. Wilber Rideau a d'abord choisi l'écriture. Il fallait que je me trouve une raison d'exister.
Je ne voulais pas que ma vie se résume à un crime. En 1976, il devient le rédacteur en chef du journal interne. Ses articles puis ses livres lui vaudront tous les prix, tous les honneurs. Il raconte le quotidien des détenus, leur vie et leurs espoirs. Leur mort aussi, dans l'indifférence. La majorité de ceux qui sont incarcérés ici n'en ressortiront jamais vivants. C'est ce documentaire intitulé La Ferme qui est en compétition à Hollywood. Le portrait de 6 de ces prisonniers qui, dans des champs de coton entourés de grillages, ont remplacé les esclaves de jadis. Wilbert Rideau en est le co-réalisateur. C'est pour eux que j'ai fait ce film. Pour ceux qui vivent, qui travaillent, qui se battent et qui meurent ici. Pour eux. Si le film remportait un Oscar, le directeur de la prison a même prévu une petite fête. Ce jour-là, les détenus ne travailleront pas. Il y aura des glaces, du Coca-Cola, pour tout le monde. Wilbert Rideau, lui, n'attend rien de cette notoriété hollywoodienne. Cela fait 38 ans qu'il est derrière les barreaux et toutes ses demandes de libération jusqu'à présent ont été rejetées. En Louisiane, on ne gracie pas un noir qui a tué un blanc, même s'il fait du cinéma. À l'occasion de la fête de l'Internet, le gouvernement vient de prendre un décret permettant enfin de crypter les informations sur le web. Une mesure jugée indispensable puisque désormais de nombreuses transactions commerciales ou informations confidentielles provenant d'entreprises sont diffusées sur Internet. Éric Lemasson, Marcel Martin. Cet homme d'allure distinguée est le Gutenberg de la toile. C'est l'un des inventeurs d'Internet. Autant dire que ses analyses devant 300 chefs d'entreprise françaises hier peuvent être considérées comme des prédictions. Le commerce électronique explose, dit-il, et représentera bientôt 15% du commerce mondial. Internet remplacera téléphone, fax et lettres dans les relations contractuelles entre les entreprises. Les Français découvrent Internet en 1999 et non pas dès 1995 comme nous. Mais ce retard n'a aucune importance, car le monde d'Internet de 99 n'a rien à voir avec celui de 95. Si bien que nous tous, aux États-Unis, en France et dans le monde entier, nous construisons chaque jour un nouvel Internet. Pourtant, les patrons français n'y voient encore qu'un gadget à la mode et n'osent pas confier aux tuyaux d'Internet ni leurs secrets industriels ni leurs transactions. Problème de confidentialité. C'est pourquoi le gouvernement a pris le risque, contre l'avis des services de sécurité, d'autoriser le libre usage du cryptage des données. Jusqu'à présent, il était quasiment interdit en France de rendre indéchiffrables les messages sur Internet. Des règles du jeu que nous fixerions, qui seraient exclusivement limitées à la France, d'abord seraient très vite contournées, ça me paraît certain, et ensuite et surtout, seraient pendant un certain temps un handicap pour les entreprises françaises, un handicap aussi pour les consommateurs et les citoyens français. Depuis toujours, seuls les militaires étaient autorisés à coder leurs messages. Pour les citoyens, la législation française sur le chiffrement était l'une des plus sévères au monde. C'est fini, et c'est une authentique révolution. Les décrets sont parus hier au journal officiel. Les logiciels de cryptage jusqu'à 128 bits sont désormais d'usage libre pour tous les internautes. La France espère ainsi rattraper son retard en matière de commerce électronique. Notre liaison doit rester secrète. À Paris se tient actuellement le salon du fitness, cette technique qui permet l'entraînement physique notamment grâce à des appareils. Un procédé largement utilisé dans les salles de sport. Après les États-Unis qui ont lancé ce mouvement, la France comble son retard, un loisir mais aussi une industrie en constante progression. Dominique Barouche, Nadine Picard. Le printemps, c'est la dernière ligne droite avant la plage. Corinne Fournier n'a pas attendu pour se préoccuper de ses bourrelets. Elle connaît chaque machine sur le bout des muscles. Alors elle sert essentiellement pour les cuisses, essentiellement aussi pour les bras, biceps, triceps, et puis pour le cardio. C'est très bon pour un échauffement. Dans une salle de gym, il y a les sportifs professionnels et les autres. Moi j'ai accouché il y a 2 mois. Je ne sais pas si c'est dû au sport, mais en tout cas, j'ai une récupération très rapide. Adieu les poids, cette année la mode est aux machines cardio. Les fabricants ont perfectionné leurs appareils en rajoutant des capteurs du rythme cardiaque.
Mais sur un tableau de bord déjà bourré d'électronique, l'essentiel, c'est le compteur du nombre de calories éliminées par heure. Je travaille tous les jours l'équivalent d'une bonne bouteille de vin, donc ça me fait 30 minutes. Faire des pompes sur un pied et une main, c'est pas du bidon. Quoique depuis 20 ans, le fitness, la gym en langage musclore, c'est avant tout des machines. Pousser, tirer ou pédaler, cela n'est valable que sur des engins de plusieurs milliers de francs. L'investissement technologique, il est fort, c'est certain, ça a un prix. Mais ça a le prix d'une deuxième voiture. Carrément révolutionnaire, le walking. C'est un fabricant de chaussures qui réinvente la marche. Lorsque vous marchez, vous pensez à serrer les abdominaux, à serrer les fessiers. L'investissement, une paire de chaussures de plusieurs centaines de francs. Tout devient occasion pour muscler le chiffre d'affaires, même promener bébé. Rugby avec la victoire incontestable de l'Angleterre qui reste toujours invaincue dans ce qui devrait être le dernier tournoi des 5 nations de l'histoire. Le 15 de France a malgré tout réussi à la dernière minute l'unique essai du match. Une petite consolation. Alexandre Cara, Olivier Robert. Des applaudissements et même une haie d'honneur pour les Blancs d'Angleterre. Si les Français ont perdu, on ne pourra pas les accuser d'être mauvais joueurs. Le bleu, c'est aussi la couleur du fair play. La dernière victoire des Anglais sur les Bleus de France, c'était il y a 4 ans. Autant dire qu'il y en a qui ne s'en souviennent pas. Johnny Wilkinson, lui, s'en souvient. Depuis sa première sélection, il y a 2 ans, il rêvait de battre les Français. Aujourd'hui, c'est chose faite et mieux, à lui tout seul, il a marqué la totalité des 21 points anglais. Des points marqués sur pénalité, et si pour être honnête, on dira que les Français ont beaucoup fauté, on ajoutera que l'arbitrage anglo-saxon a toujours tendance à préjuger du comportement des Bleus. Je crois qu'on a souvent des problèmes avec cet arbitre, avec Fleming. Bon, on ne va pas l'incriminer, mais aujourd'hui l'Angleterre était meilleure. Mais bon, globalement du match, on sort fatigué, usé, parce que c'est vrai que c'est un match d'hommes. Et bon, on a essayé de faire le maximum, malheureusement on n'a pas pu revenir. On a pris des pénalités qui nous ont fait mal tout au long du match. Castagnède, sans doute le meilleur des Bleus, n'aura qu'une pénalité en 80 minutes pour montrer son talent de buteur. Et si l'on doit trouver des qualités aux Français, c'est en défense qu'il faut regarder. Un pack d'irréductibles, infatigable, à défendre sa ligne d'en-but. Des Anglais mauvais finisseurs qui ne trouvent pas la faille. Côté essai, le 15 à la rose a tout tenté mais n'a rien marqué. Il ne faut pas oublier que la France est une des meilleures équipes au monde. Aujourd'hui, nous avons une victoire confortable, mais nous n'avons pas été capables de finir la plupart des occasions que nous nous sommes créées. 21-3 à la fin du temps réglementaire, le score aurait pu en rester là. Mais il y a les arrêts de jeu, la hargne des Français et la chance que l'on saisit au rebond. Franck Combat donne du panache à cette fin de match. 21-10, c'est une deuxième défaite pour les Bleus, mais il en faut plus pour entamer ce que l'on appelle en rugby aussi l'entente cordiale. Cyclisme avec le Milan-San Remo, c'est le Belge André Schmil qui a remporté la première course de la Coupe du Monde. Une victoire dans les derniers 600 mètres avant de franchir la ligne devant l'Allemand Eric Zabel, le vainqueur des 2 éditions précédentes. Le 19e Salon du Livre de Paris à la porte de Versailles, la plus grande librairie francophone au monde, puisque le Québec est l'invité d'honneur de cette manifestation. Une façon de jeter de nouvelles passerelles avec la présence d'une 60aine d'auteurs québécois. Geneviève Moll, Didier Rancoeur. Il n'y a pas d'âge pour commencer à lire. Pourtant, il fallait de la constance aujourd'hui si l'on voulait aller à la rencontre des écrivains invités du Salon, les Québécois. Ils sont 160 à Paris, la plupart publiés par de petites maisons d'édition québécoises. Et ils sont heureux d'être enfin reconnus. Ça fait chaud au cœur de se trouver ici, parce qu'on est dans une mer de mots qui nous plaisent. Cela dit, c'est affolant d'être ici comme écrivain, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, pour qui est-ce qu'on écrit? Il y a tellement de livres que ça fait peur. Hein? Cette littérature québécoise a un accent particulier, parce qu'elle parle une langue française dont, en France, on a oublié des mots. En fait, c'est la richesse de la vieille France, des mots que vous avez perdus vous-même dans la foulée du XXe siècle. Mais ce sont des mots qu'on utilisait en Touraine, qu'on utilisait dans la vieille France, et qu'on utilise encore chez nous. Et puis, cette littérature dit aussi les grands espaces, le vaste monde, ou la complexité d'une ville comme Montréal, ouverte sur le fleuve et en partie enterrée sous terre. C'est une littérature nord-américaine d'expression française. Moi, je suis américaine. Je ne suis pas yankee, je suis américaine et je pense que plusieurs auteurs québécois pourraient dire la même chose. Pourtant, chaque écrivain, quelle que soit sa langue,
espère toucher la terre entière. Malgré l'accent de son œuvre, ces situations spécifiquement québécoises, Marie-Claire Blais, elle, veut aller bien au-delà. Je voudrais que l'écriture nous libère de tout enfermement et nous ouvre la voie vers l'écriture universelle. Enfin, j'attends beaucoup à cela moi-même et je crois que nos écrivains seront de plus en plus universels. Voici donc une littérature savoureuse, inventive et éclectique qui féconde la littérature française. Après 2 ans de travaux de rénovation, l'ouverture demain au public du musée du Havre, installé à l'entrée du port, ce bâtiment à l'architecture épurée accueille quelques-unes des plus belles toiles de Dufy, de Boudin ou de Monet. Antoine Cormery, Joseph Bachtik. Émergeant de la brume matinale de ce mois de mars, c'est l'une des premières choses que les marins au long cours aperçoivent, juste à l'entrée du port, à côté des sémaphores. Ancré depuis près de 40 ans sur les lieux mêmes où les impressionnistes venaient capter la lumière changeante de la Normandie, le musée Malraux avait besoin d'un sérieux coup de peinture. Premier musée reconstruit après la guerre, inauguré en 61, il sort d'une cale sèche de plus de 2 ans. 72 millions de francs ont été investis pour redonner du lustre au bâtiment et à sa riche collection. Sur 1800 mètres carrés, des œuvres qui vont du XVIe siècle à nos jours. Tous les grands peintres de la Normandie sont là avec leur thème de prédilection. Prenez les vaches, par exemple, dont la campagne environnante est couverte. Eugène Boudin en a fait une source intarissable d'inspiration. Ses innombrables études d'atelier en témoignent. C'est l'un des clous de la collection havraise. Les plages voisines aussi ont inspiré Boudin, dont la représentation des ciels a toujours fasciné ses contemporains. À Trouville, il s'en est donné à cœur joie. Mais il n'était pas le seul. Quelques décennies plus tard, Raoul Dufy lui a emboîté le pas. Et puis bien sûr, il y a le port océanique et son incessant va-et-vient de bateaux venus du monde entier. Sur les 6 messes du musée, comme à travers les baies vitrées, il est omniprésent. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le tour du monde en ballon en 20 jours, c'est fait. L'équipage de Breitling Orbiter 3 a réussi le rêve inaccessible. Il devrait rejoindre la Terre demain à l'aube, au sud-ouest du Caire. Manifestation nationale à Paris des enseignants, une mobilisation en deçà des espoirs annoncés. Plusieurs milliers de profs contre la réforme des lycées et le ministre Claude Allègre. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, 20h50, Nuit magique, animée par Catherine Lara, entourée de nombreux artistes, Morane, Alain Souchon, Véronique Sanson et Michel Jonas notamment. 1h du matin, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sénac reçoit Hervé Bourges. Midi, polémique, Michel Cotta aura pour invité Jean-Pierre Chevènement. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.